Par un mécanisme encore mal connu, l'alcool provoque une libération de dopamine dans une petite région du cerveau qui gère les sensations de plaisir, le noyau accumbens. Un processus commun à toutes les drogues et qui joue un rôle crucial dans l'installation de la dépendance. Depuis quelques années, les techniques d'imagerie médicale permettent à des chercheurs, comme Jean-Luc Martineau, de mesurer les dégâts de l'alcool sur l'ensemble du cerveau. On a commencé à étudier des patients ayant une consommation régulière d'alcool il y a une quinzaine d'années. On a commencé déjà à vouloir savoir quelle était la consommation d'énergie des différentes régions du cerveau chez ces patients et si elle différait par rapport à des sujets normaux. On s'est aperçu qu'il y avait une diminution considérable du métabolisme du glucose. Et le glucose est la seule source d'énergie du cerveau dans toutes les parties antérieures du cerveau. On s'est aperçu, quand on a essayé de regarder s'il existait des relations entre la consommation d'énergie des régions antérieures du cerveau et les performances de ces sujets à des tests, qu'il y avait une corrélation, c'est-à-dire que moins l'activité énergétique était importante, moins ces patients performaient correctement à des tests de sélection d'informations, à des tests de mémoire immédiate ou à des tests de supervision, d'exécution des comportements. Dans les années suivantes, on a voulu savoir si derrière ces altérations fonctionnelles, il existait des modifications de la structure même du cerveau. Pour ça, on a utilisé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui donne d'excellentes images de la forme du cerveau, de son anatomie, de la matière grise et de la matière blanche. La matière grise n'est pas qu'une expression. Elle désigne l'ensemble des corps des neurones, c'est-à-dire leur noyau. Quant à la matière blanche, elle constitue le câblage de ces neurones, le réseau par lequel transite l'information dans le cerveau. On a étudié le même type de patients, c'était des patients hospitalisés dans le service du professeur Reynaud, un service d'addictologie à Villejuif. Ces patients avaient une consommation régulière d'alcool, demandaient à être sevrés de cette consommation, mais n'avaient aucun critère de gravité autre, aucun autre signe de souffrance corporelle. Chez ces patients, il y avait, d'après l'IRM, et les mesures qu'on a pu en faire en utilisant des logiciels un peu spécialisés pour quantifier la matière grise et la matière blanche, il y avait des diminutions de la matière grise très marquées dans les régions antérieures du cerveau, dans les régions frontales, c'est-à-dire les parties à l'avant du cerveau, et dans les régions frontales médianes, c'est-à-dire entre les deux hémisphères. La nouveauté de ces dernières années, c'est que les techniques d'analyse d'image montrent que même dans le cas de consommation modérée, on peut détecter des altérations non seulement du fonctionnement, mais de la structure et de l'ultrastructure même du cerveau. Ce que ces images montrent, c'est que l'alcool à haute dose atrophie le cerveau. Les altérations très graves que constatent les chercheurs se voient même à l'œil nu chez certains alcooliques. On ne sait pas très bien si ces données sont réversibles. On pense que ça peut être réversible à l'arrêt de l'alcoolisation. Je suis un peu effrayé de ces résultats. Je trouve qu'ils montrent que l'alcool est vraiment un produit encore plus toxique que ce que j'imaginais. Depuis longtemps, les spécialistes de l'alcool cherchent à identifier les facteurs de vulnérabilité de l'alcoolisme. Et c'est la génétique qui commence à apporter de vraies réponses.
les facteurs qui font qu'on devient alcoolodépendant, c'est très très compliqué parce que c'est un mélange de facteurs culturels, familiaux, éducatifs, tempéramentaux, de pathologies psychiatriques aussi et de facteurs génétiques. Et l'ensemble amenant à un mélange qui est compliqué à discerner et qui fait que certains sujets sont effectivement plus à risque que d'autres. Il se trouve, et on va commencer déjà à voir un peu les facteurs génétiques, qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et il y a en France entre 2 et 5%, dans une toute petite partie de la population, qui n'est pas très douée pour éliminer la molécule alcool. Parce qu'elle n'a pas un bon capital génétique, peut-être d'ailleurs qui n'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas pour la capacité à éliminer l'éthanol, et qui va faire que le métabolite de l'alcool, c'est-à-dire le premier produit de dégradation de la molécule alcool, va être accumulé rapidement dans le sang. Et ce métabolite, il est extrêmement désagréable à supporter. On a des sensations de rougeur, de pâleur, de nausée, parfois de vomissement, de malaise, qui vont faire que la moindre consommation d'alcool va être cataclysmique. Les Français, je disais, ont entre 2 et 5% de sujets qui tolèrent mal l'alcool. Les Orientaux, la Corée, le Japon, ont plus de 40% des gens qui y habitent qui ont cette intolérance à l'alcool. Le gène qui est à l'origine de cette intolérance constitue un facteur de protection contre l'alcoolisme. À l'inverse, ceux d'entre nous qui résistent à l'alcool peuvent se retrouver sur une mauvaise pente. Le fait d'avoir une telle fréquence de la non-tolérance à l'alcool va amener à, bien sûr, une réduction du risque de l'alcoolodépendance.